J'aimerais évoquer Zoran Mamdani et revenir donc sur cette image marquante cette semaine, le nouveau maire de New York qui, lors de son investiture, a juré sur un exemplaire du Coran tenu par sa femme. Alors, vu de France, ça peut interpeller, même si Trump, lui, prête serment sur la Bible. Bon, alors, il a tout à fait le droit de prêter serment sur le Coran. Je pense que ça, on ne peut pas lui enlever, même si, bon, on peut se poser beaucoup de questions et on va s'en poser avec vous. Mais est-ce qu'il faut y voir, messieurs, l'envie de montrer un sentiment idéologique pour lancer son mandat? Bah oui, c'est ça. Éric Revel. Bah oui, ça me paraît très clair. Vous avez raison de rappeler. Bon, il a été élu. Je crois que même c'est un woke islamiste, le nouveau maire de New York. Tout le C'est monde un le dit. woke islamiste. Alors je dis Il ça s'en parce défend, hein, mais oui. Oui, mais attendez, on va prendre deux exemples très concrets puisqu'il a pris des décisions récemment. Mais une partie de la communauté juive new-yorkaise a d'ailleurs voté pour lui. 33%. 33%. New-Yorkais de confession C'est juive. incroyable. Mais moi, ce qui me choque le plus... D'ailleurs, je vais vous demander par quel miracle, Elliot Maman. Hein. Mais oui, Éric Revel, Ce qui pardon. me choque le plus, je vais vous dire, c'est à la fois ses décisions. Je pense à l'une d'entre elles, puisqu'il a demandé un boycott à New York des produits et des entreprises israéliennes, par exemple. Tout à fait. Voilà, ça c'est une position politique. Et il a une position pro-palestinienne également. Il a comme conseil juridique, si mes informations sont bonnes, un avocat qui est proche d'Al-Qaïda. Tout à fait, qui a défendu un terroriste d'Al-Qaïda, effectivement. C'est une position politique, clairement affirmée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il incarne un certain renouveau du Parti démocrate. Il a 34 ans, oui. Bon, alors évidemment, il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon politique dont Trump, tel le boa constrictor, est en train de plus ou moins essayer de l'étouffer. C'est-à-dire qu'à la fois, il a fait campagne en dénonçant Donald Trump, les dangers que représenterait ce nouveau maire à New York. Il a été élu, très bien. C'est sans doute le deuxième job le plus difficile aux États-Unis. Président des États-Unis, number one, number two, maire de New York. On est totalement d'accord. Mais le boa constrictor consiste maintenant non pas à accueillir à bras ouverts le nouveau maire de New York pour le président des États-Unis, mais en tout cas à dire il faut voir ce qu'il va faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, Donald Trump, dans le position de politique qui est celui des Républicains aujourd'hui et qu'il incarne, aimerait bien, sans doute, que le Parti démocrate dérive un peu plus vers ce woke islamiste qui serait du pain béni pour une réélection d'un républicain quel qu'il soit. Voilà. Et ça, on va y venir, vers les conséquences possibles. Merci d'en parler, Éric Revel. On va y venir dans un second temps. Olivier Vial, est-ce qu'il est, pardon, je vais vous sembler très caricatural et un peu simpliste dans ma question, mais est-il dangereux? Est-ce qu'il vous fait peur, vous, Olivier Vial? Non, parce que effectivement, je connais un peu les États-Unis. Il y a toujours eu des apparitions comme ça de personnalités extrêmement radicales. Je pense qu'effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que la manière dont il a été élu. Et là, on voit que c'est une vraie machine qui a réussi à gommer les aspérités les plus caricaturales de son programme le temps d'une élection. Il a vraiment gagné sur le pouvoir d'achat. Il y a une partie des gens qui... Tout à fait. Sur les loyers, notamment, sur les loyers, sur une campagne extrêmement proche du terrain et du quotidien des Américains. Une campagne qui, en réalité, ressemble beaucoup à ce que Trump avait fait lors de la campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose sur le quotidien des Américains. Ce sont des propositions concernantes, en fait. Effectivement, très rapidement derrière, on s'aperçoit qu'on peut gagner une élection sur des questions très quotidiennes et matérielles et avoir derrière une vision extrêmement idéologisée. Où je suis d'accord avec Éric, c'est que les deux, en réalité, que ce soit le maire de New York ou Donald Trump, les deux se sont choisis comme le meilleur adversaire possible pour eux. Donald Trump est pour cette aile radicale du Parti démocrate qui est de plus en plus forte quand même, un épouvantail qui leur permet de gagner des élections. Et on a vu lors des dernières semaines qu'il y a eu quand même quelques élections qui ont été gagnées, que les midterms se présentent de façon un peu compliquée, justement parce qu'il y a cette coordination d'un rejet massif de Donald Trump dans l'électorat démocrate le plus radical, et puis de la question du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, effectivement, il y a cette volonté de s'appuyer sur un courant qu'on a en France également, et qui est, je pense, très sous-estimé, c'est que le combat pro-palestinien est en train de devenir un élément structurant
d'une partie de la jeunesse. Je vais venir à la France dans un instant. De la jeunesse, oui, Olivier Vial. En France. Bon, Elliot Maman, alors je vais faire une analogie. J'imagine mal en France un tiers de nos compatriotes de confession juive voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis, je pense que ça n'arrivera jamais. Comment on explique ce succès quand même, relatif, mais succès tout de même, de Zoran Mamdani auprès de la communauté new-yorkaise, de la communauté juive new-yorkaise? J'avoue que là, ça m'a laissé pantois. Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut préciser que New York, qui est en effet la ville la plus juive du monde, comme on le dit parfois, a une composition de ce groupe confessionnel assez intéressante, parce qu'il y a en gros deux grands groupes parmi les New-Yorkais de confession juive. D'abord, des Haredim, c'est-à-dire des ultra-orthodoxes, qui pour certains ont une vision très critique de l'existence d'Israël telle que l'État existe à l'heure actuelle, et qui ont pu être plus ou moins sensibles au message porté par Zoran Mamdani. Au point d'être anti-israélien alors? Oui, complètement. Pour certains, ils estiment que l'État israélien tel qu'il existe à l'heure actuelle n'a pas lieu d'être. Parfois, d'ailleurs, aussi pour une vision très messianique au et point suprémaciste. D'être pro-palestinien parfois ou pas? Pas à ce point, mais ça induit l'un induit l'autre, effectivement. Pas pro-palestinien d'un point de vue idéologique, mais par stratégie, si vous voulez. Tout à fait. Dans l'idée, d'ailleurs, Zoran Mamdani, dans sa campagne, a régulièrement réfuté la légitimité d'Israël d'exister en tant qu'État juif. Donc ça fait un lien. Et par ailleurs, il y a un deuxième groupe très important parmi les New-Yorkais de confession juive. On les appelle en anglais les liberal Jews, c'est-à-dire les juifs progressistes, et c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, et d'ailleurs ça c'est très documenté depuis longtemps, les Américains de confession juive ont toujours été plus progressistes que la population générale. Par exemple, environ 80% d'entre eux ont voté pour Kamala Harris en 2024. Mais à New York, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a véritablement des groupes qui sont ultra progressistes et qui donc sont sensibles à cette espèce d'alliance de maillage entre l'identitarisme de Zoran Mamdani et ses positions un peu woke, comme vous les avez appelées tout à l'heure, et qui ont donc, absolument, et qui ont donc pu voter pour lui également à cet égard. Deuxième point, parce que ça surpasse tous les clivages. Olivier Vial l'a dit, Zoran Mamdani s'est beaucoup concentré sur les sujets du quotidien, sur les difficultés que les New-Yorkais ont à financer leurs besoins les plus élémentaires. Et ça, en réalité, il n'y a pas de clivage confessionnel sur la question. Tout le monde peut se sentir concerné. Et d'ailleurs, simplement d'un mot pour finir, parce que c'est vraiment intéressant, il y a des enquêtes sur la sociologie électorale qui ont été faites et qui montrent que les New-Yorkais de confession juive, en réalité, sont un peu plus pauvres, d'abord que le reste des Américains de confession juive, mais aussi que le reste des New-Yorkais. Et donc, très directement, ça a pu les concerner. Il y a vraiment un microclimat politique, effectivement, que vous décrivez très très bien, Elliot Maman. Alors, la cliente, pour qu'on puisse comprendre en fait, parce que moi j'aime décrypter la chose et faire des analogies pour que tous ceux qui nous écoutent puissent comprendre peut-être le profil des électeurs qui ont voté pour Mamdani. C'est un petit peu comme si les bobos du 11e votaient Sofia Chikirou, mais ça risque d'être le cas. C'est exactement ça en fait. Mais en tout cas, Olivier je pense Vial. qu'une partie de l'électorat LFI s'est identifiée à la campagne de Zoran Mamdani. Ils ont effectivement cette volonté-là, et il y a quand même, on a quand même certains ressorts. Alors effectivement, la question du pouvoir d'achat pour l'instant en France, elle est importante, mais elle n'a pas la même intensité que ce qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est extrêmement fort la question du pouvoir d'achat, parce qu'il y a une inflation depuis le Covid évidente, oui, tout à fait, bien plus que chez nous. Mais on a des vrais sujets qui sont, je pense, aujourd'hui très sous-estimés, parce que ce qui est intéressant dans ce que Eric appelait l'islamo-wokisme, qui est quelque chose qui a été théorisé par un chercheur de l'université de George Washington, c'est qu'effectivement ça permet de faire la liaison entre des thématiques classiques qu'on retrouve de décolonialisation, etc., et une jeunesse aisée, on est totalement d'accord, et qui prend en fait et cause pour eux. Alors quelque chose moi qui me surprend un petit peu, et je vais m'ouvrir à vous quand même, l'islamo-wokisme. Est-ce que nous ne sommes pas sur deux courants qui sont un petit peu contradictoires? Non, parce que, attendez, je finissais ensuite, Olivier, mais j'aimerais terminer, parce qu'il y a quand même cet aspect woke avec un discours pro-LGBTQIA+, et ensuite le côté pro-palestinien qui s'adresse à une clientèle plutôt arabo-musulmane, je parle de chez nous en France. Ces deux camps sont-ils, pardon,
compatible. Oui, stratégiquement. Et vous l'avez vu, puisqu'on a vu depuis le 7 octobre beaucoup de mouvements Queer for Palestine, par exemple, qui étaient, où on voyait des personnes LGBT, queer, défendre la Palestine. Pourquoi c'est possible? Et c'est ça, effectivement, qui a été théorisé, c'est qu'en réalité, on a deux détestations de l'homme occidental, l'homme blanc occidental, qui ont deux racines très différentes, mais qui ont finalement le même adversaire. On a d'un côté un islamisme inspiré notamment par les frères musulmans, c'est eux qui ont théorisé ça. Il y a quelque chose qui est symptomatique, c'est la chaîne AJ+, qui est la chaîne du Qatar, chez les jeunes. Cette chaîne-là, elle est extrêmement islamo-wokiste, puisqu'elle fait à la fois la promotion du wokisme et du Hamas. Et ben, on a ce qui paraît effectivement totalement surprenant. Pardon, chez nous, Olivier Vial, pour qu'on puisse comprendre, vous pensez que cette jeunesse arabo-musulmane plutôt issue des quartiers populaires pourrait demain s'allier avec les queers dans les manifestations? Sur ces questions-là, on l'a déjà vu dans les universités. Si vous regardez dans les universités françaises depuis le 7 octobre, on a cette convergence entre quelques personnes qui sont issues de milieux proches des frères musulmans, mais qui sont minoritaires dans les mobilisations, et une grande partie d'une jeunesse étudiante, intellectuelle, qui a pris fait et cause. Il y a deux exemples que je donnerai pour que vous compreniez qu'en fait, c'est un vrai sujet. On a eu un sondage en mars fait par Harris Interactive sur les jeunes dans l'entreprise. 40% des jeunes considèrent qu'il n'est pas anormal de ne pas serrer la main d'une femme. On en a parlé en long, en large et en travers sur Europe 1 et sur CNews. Effectivement, ça montre bien que ça a dépassé totalement. Ce qui était un précepte religieux est devenu un précepte culturel d'une génération. C'est passionnant, Olivier Vial, mais est-ce un rassemblement entre ces deux camps, un rassemblement sincère ou bien un rassemblement stratégique au nom d'une cause vers laquelle on tend? C'est un rassemblement stratégique et qui a été imposé. En réalité, il n'est pas spontané, mais il a été organisé. Il y a des vrais médias de propagande qui ont créé ça depuis plus de 20 ans. En fait, citez ces médias de propagande. AJ+, Ouma TV, etc. Et en fait, qui ont développé ça de façon très importante. Et donc, cette stratégie-là, qu'on retrouve à la fois en France, en Espagne, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays occidentaux, a des répercussions. Quand pendant 20 ans on fait ce travail-là, il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait une convergence qui se fasse. Elle est effectivement sur des bases extrêmement fragiles, mais elle est poussée par des gens qui ont des intérêts communs. Vous avez posé la question juste, Charles, en posant la question, est-ce que le wokisme et l'islamisme sont compatibles? Alors moi, je pense pas qu'ils Olivier soient Vial m'a un petit peu convaincu, mais j'en doutais quand même. Je ne pense pas qu'il soit compatible, parce qu'il ne fait pas bon être LGBT mais si vous êtes dans un pays radicalisé. Et en France, si vous êtes LGBT, je ne veux pas faire pleurer dans le chaumière, mais si vous êtes LGBTQIA+, dans une cité en France, je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. Comment des LGBT au sens large sont traités par les gens du Hamas, par les terroristes du Hamas. En revanche, ils ne sont pas compatibles, mais ils sont complémentaires. Et c'est ce qu'a, à mon avis, a compris le maire de New York élu qui a prêté serment il y a 3 jours, c'est qu'il a compris que, en fait, en jouant à la fois sur le wokisme et sur la cause palestinienne ou la cause arabo-palestinienne, en fait, il pouvait élargir sa base électorale. Donc moi, je ne crois pas du tout que ce soit compatible réellement à long terme, mais que ce soit complémentaire pour élargir sa base électorale, c'est vrai, et c'est ce que fait en gros LFI en France.